Bonjour à tous, c'est la chaîne Encyclopédie. Ce programme explique Antifragile, les bienfaits du désordre de Nicolas Taleb. Dans la société moderne, le mot le plus courant que nous entendons est anxiété. Certains s'inquiètent de l'argent, d'autres de la famille et d'autres encore de la santé physique. Bien que les objets soient différents, en dernière analyse, ils sont tous inquiets d'un avenir incertain. Afin de calmer l'anxiété, nous faisons beaucoup d'efforts, comme travailler dur pour gagner de l'argent et faire de l'exercice dur, afin que lorsque la crise surviendra, nous aurons la capacité de résister. En fait, ce qui a vraiment un impact énorme sur votre vie, ce sont les choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Alors, face à un avenir incertain, est-il possible pour nous d'être totalement réticents à prendre des risques? Si les risques ne peuvent être complètement évités, est-il possible pour nous de résister à l'impact négatif des risques, ou même de profiter de risques inconnus pour en tirer des bénéfices? Après avoir regardé cette vidéo, vous pourrez comprendre ces enjeux. Il se résume à un point, les risques ne peuvent être évités à l'avance. Ce n'est qu'en comprenant les risques et en améliorant votre antifragilité que vous pourrez profiter des risques et en obtenir des bénéfices. Nicolas Taleb, l'auteur de ce livre, est connu comme l'un des plus grands penseurs de notre époque. En 2007, Taleb a publié le phénoménal best-seller, Le signe noir, qui donnait un avertissement précoce sur la crise des prêts hypothécaires à risque, mais Wall Street a fait la sourde oreille à cet avertissement et n'a pris aucune mesure. L'année suivante, la crise financière éclate et se propage rapidement à travers le monde. Taleb, qui avait lancé l'alerte, fait fortune en vendant à découvert le marché boursier américain. Les signes noirs sont depuis devenus synonymes de ces événements majeurs et rares, difficiles à prévoir. Le livre que nous interprétons dans ce numéro est une avancée basée sur Black Swan. Black Swan explique principalement les phénomènes et les théories, et ce livre explique non seulement l'incertitude de manière plus approfondie, mais explique également comment résoudre les événements du signe noir. Notre interprétation suivra également cet ordre, en introduisant d'abord brièvement les événements de Taleb et du signe noir, puis en analysant spécifiquement comment le concept d'antifragilité proposé par Taleb traite l'incertitude. Première partie. Taleb est né au Liban en 1960. Il a fait des affaires dans ses premières années et a ensuite travaillé comme commerçant. Le 19 octobre 1987, un krach boursier éclate aux États-Unis. L'indice Dow Jones chute de 22% et des dizaines de milliards de dollars disparaissent de nulle part. Cependant, Taleb a la clairvoyance de faire fortune en vendant à découvert. La bourse a atteint la liberté financière à l'âge de 27 ans. Lors des événements du 11 septembre 2001, l'indice Dow Jones a chuté de 17,5% et Taleb a une fois de plus fait fortune en vendant à découvert les actions américaines. Ainsi, lorsqu'il s'est fait connaître du public avec le livre Black Swan en 2007, il faisait en fait fortune depuis longtemps. Avec Black Swan, il a également été embauché comme professeur d'université. L'industrie décrit Taleb comme achetant des actions comme des billets de loterie. Cependant, contrairement aux gens ordinaires qui dépensent de l'argent mais ne gagnent pas, Taleb gagne dès qu'il les achète, et la première fois qu'il gagne, c'est le jackpot. Selon Taleb, ce succès est principalement dû à ses recherches sur l'incertitude. Il y a ici deux concepts importants à vous rappeler, l'incertitude et le risque. Keynes, un expert des crises financières, a déclaré ceci, le risque signifie savoir ce qui va arriver, mais la possibilité que cela se produise est aléatoire et a une certaine probabilité. Par exemple, lorsque nous lançons des dés, nous savons que le résultat sera certainement l'un des 6 nombres et que la probabilité que chaque nombre apparaisse est de 1/6. Cependant, l'incertitude réside dans le fait que nous ne savons pas ce qui va se passer. Par conséquent, l'incertitude nous rend plus craintifs et plus inquiets que le risque. Taleb utilise le terme signe noir pour décrire des événements imprévisibles, majeurs et rares. Le contenu principal de son travail est d'étudier les événements du signe noir. Le terme signe noir a d'abord été utilisé pour désigner des choses qui ne peuvent exister. Parce que les Européens n'ont vu que des signes blancs, ils pensent que tous les signes du monde sont blancs. L'émergence des signes noirs en Australie a brisé l'expérience et la compréhension que les Européens avaient acquise au fil des ans. Les signes noirs sont soudainement devenus un événement majeur à faible probabilité. Synonyme. Les signes noirs ont 3 caractéristiques qui sont l'imprévisibilité, l'impact significatif et l'interprétabilité par la suite. Examinons-les séparément. L'imprévisibilité signifie qu'il n'y a aucun moyen de prédire quand un signe noir apparaîtra. Lorsque l'auteur Taleb était adolescent, il a été confronté au plus grand événement signe noir de sa vie, une guerre civile à grande échelle a éclaté dans son Liban natal. À cette époque, beaucoup de gens pensaient que la guerre prendrait fin dans quelques jours. Son grand-père était alors ministre de la Défense et il a découvert que ses prédictions sur la guerre n'étaient pas plus exactes que celles des chauffeurs de taxi dans la rue. Plus tard, Taleb est allé à la Wharton Business School aux États-Unis. Il pensait à l'origine que les PDG des entreprises Fortune 500 devraient savoir ce qui se passait dans le monde, mais ces PDG n'étaient pas beaucoup meilleurs que son grand-père. Taleb en est arrivé à la conclusion suivante, personne ne sait ce qui se passe dans le monde et ce qui se passera dans le futur. La deuxième caractéristique est qu'elle a un impact important.
Cela ne veut pas dire que cela affectera une entreprise, une région ou même un pays, mais que cet impact va réellement changer le monde. Par exemple, les incidents du 11 septembre, la Seconde Guerre mondiale et la fuite nucléaire du Japon ont tous modifié dans une certaine mesure la structure mondiale dans son ensemble. Taleb estime que l'histoire humaine ne progresse pas lentement. Ce petit nombre d'événements de type signe noir guide notre société pour passer d'une faille à une autre et détermine également la direction de chacune de nos vies. Pensez aux grands événements de votre vie, comme l'université où vous êtes allé, le genre de patron que vous avez rencontré après avoir obtenu votre diplôme universitaire et votre amoureux. Ces choses remplissent toute la condition d'être imprévisibles et ont un grand impact sur vous. Déterminent essentiellement où vous vivez aujourd'hui, quel type de travail vous faites et si vous vivez une vie heureuse ou non. La dernière caractéristique est l'interprétabilité ex post facto. Cette fonctionnalité est très intéressante et elle est liée à la perspective sous laquelle nous envisageons le problème. Taleb souligne que c'est ce qui réduit considérablement l'importance que nous accordons aux événements du signe noir. Parce que la même chose semble complètement différente avant et après coup. Si vous regardez les choses du point de vue d'avant, vous constaterez qu'il n'y a aucune raison pour que cela se produise, et qu'il n'y a aucun moyen de le prédire à ce moment-là, mais quand cela se produira, si vous le regardez avec le recul, vous pouvez trouver diverses raisons à cet événement. Diverses explications raisonnables. Par exemple, Taleb a mentionné un livre intitulé « Journal de Berlin, aperçu d'un correspondant en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale », qui décrit ce qui s'est passé au début de la Seconde Guerre mondiale du point de vue d'un correspondant de guerre. Ces journalistes qui étaient sur le champ de bataille au début de la Seconde Guerre mondiale n'avaient aucune idée de ce qui se passait à cette époque, et ils n'avaient aucune idée de ce que Hitler allait faire ensuite. À cette époque, la France, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis ne prenaient pas du tout Hitler au sérieux. La raison pour laquelle la Grande-Bretagne et la France étaient si passives au début de la Seconde Guerre mondiale était que personne ne savait qu'un monde d'une guerre de classe éclaterait. Mais après la Seconde Guerre mondiale, chacun a pu trouver divers détails prouvant les ambitions d'Hitler, prouvant ainsi que la Seconde Guerre mondiale était inévitable. En fait, la Seconde Guerre mondiale était toujours la même Seconde Guerre mondiale, mais la regarder avant et la regarder après étaient complètement différentes. Si les événements du signe noir sont si imprévisibles, pourquoi Taleb semble-t-il être capable de prédire avec succès ce qui se passera dans le futur? Taleb divise tout en 3 catégories, fragile, résilie et antifragile. Cette taxonomie est si particulière qu'elle constitue la base des recherches antifragiles de Taleb. Dans cette trichotomie, les choses fragiles comme un environnement stable. Une fois que l'environnement change ou qu'il y a une incertitude, ces choses peuvent être facilement détruites. Par exemple, dans la mythologie grecque, il y avait une épée suspendue au-dessus de la tête de Damoclès. L'épée était attachée à une poutre par les crins de la queue d'un cheval. L'épée pouvait tomber à tout moment, mais personne ne savait quand elle tomberait. Damoclès dans cet état est fragile. La deuxième catégorie concerne les choses difficiles, qui ne dépendent pas beaucoup de l'environnement et qui ne changeront pas, quelle que soit l'évolution de l'environnement. Par exemple, le légendaire phénix se brûle tous les 500 ans, puis renaît encore et encore, le phénix est donc un type coriace. Le troisième type de choses, sur lequel se concentre ce livre, concerne les choses antifragiles. Ce genre de choses est le plus magique, plus l'environnement extérieur est volatile, aléatoire et chaotique, non seulement il ne sera pas endommagé, mais il pourra profiter de cet environnement fluctuant pour prospérer. Par exemple, une autre créature légendaire, l'hydre, a d'innombrables têtes, chaque fois qu'une tête est coupée, 2 têtes supplémentaires repoussent. L'hydre est donc antifragile, au lieu de la détruire, les attaques extérieures la rendront plus forte. Ce genre de trichotomie est en fait très courant dans nos vies. Lorsque la plupart des gens sont confrontés à une situation inattendue, la première chose qu'ils choisissent est une solution fragile, comme renforcer rapidement la prévention, tout en étudiant pourquoi la situation s'est produite, puis en spéculant sur le pire des cas, puis en se préparant à réagir en fonction de ce pire. Scénario de cas. Après les événements du 11 septembre, l'approche des États-Unis a consisté à renforcer le contrôle du trafic aérien, à moderniser les systèmes de sécurité et à consacrer davantage de budget aux systèmes de renseignement. Dans l'ensemble, toutes les failles sont comblées d'avance. La raison pour laquelle les gens font cela est, d'une part, parce que les humains ont la nature de rechercher la certitude, et d'autre part, l'objectif de recherche de nombreuses disciplines est de rechercher la solution optimale, c'est-à-dire la meilleure solution. Mais nous vivons dans un monde plein d'incertitudes. Dans un tel environnement, il est impossible d'avoir une solution optimale unique et il est impossible de combler toutes les lacunes à l'avance. Pensez Y, n'y a-t-il jamais eu de crise financière dans l'histoire des États-Unis? En 1987, Taleb avait déjà fait fortune en vendant à découvert la bourse. Pourquoi a-t-il pu faire fortune à nouveau en 2008? Les failles n'auraient-elles pas dû être comblées depuis longtemps? Il y a un dicton très connu dans la déclaration d'excuses publiée par le président de la Réserve fédérale, Greenspan, au Congrès américain, dont la raison est cette phrase, il a déclaré « La crise financière de 2008 ne s'est jamais produite auparavant ». Vous voyez, cette fois, les failles ont été comblées, et la prochaine fois, de nouveaux problèmes surgiront et de nouvelles failles apparaîtront. Cela pose en fait un problème très critique.
Dans ce système fragile, la relation entre cause et effet n'est pas linéaire. Autrement dit, étant donné une cause, nous n'avons aucun moyen de prédire le résultat inévitable, et une petite cause peut entraîner de graves conséquences. Des conséquences que nous ne pouvons pas supporter. Les gens modernes espèrent construire un système indestructible en prédisant l'avenir. En dernière analyse, cette idée est de forcer la relation non linéaire entre cause et effet à une relation linéaire prévisible. Taleb estime que pour rester invincible dans un monde en constante évolution, chacun et chaque organisation doit accepter le changement et se transformer en un système antifragile, agissant comme la vie plutôt que comme des machines. En effet, un système antifragile peut bénéficier de l'incertitude. Par exemple, si nous examinons les problèmes d'évolution d'un point de vue individuel, si un individu veut survivre à la compétition et devenir de plus en plus fort, il doit subir des revers ou des blessures à petite échelle et de faible niveau, ce qu'on appelle les revers. Grandidant. Si les dommages sont résistés, l'individu développera progressivement une antifragilité à partir d'une vulnérabilité totale. Si nous élargissons la perspective du groupe, face aux risques, les erreurs individuelles sont en fait une bonne chose, car les erreurs individuelles fournissent à l'ensemble du groupe des expériences et des leçons qui peuvent être utilisées comme référence. Et des cours, ils cultivent progressivement l'antifragilité de l'ensemble du groupe. Si nous faisons un zoom arrière et regardons les choses d'un point de vue naturel, ce n'est pas grave même si une espèce disparaît complètement à cause d'un événement extrême, car elle fait partie de l'ensemble du fonctionnement naturel. Mais cela sert toute la nature. En résumant ces niveaux d'analyse, nous pouvons faire abstraction d'une vérité, l'existence de l'antifragilité offre la possibilité au système d'évoluer vers un stade plus complet. La seconde partie. Alors, comment mettre en place un système antifragile ? Taleb a donné des conseils en 3 étapes, à savoir réduire la vulnérabilité, adopter une stratégie d'alter et attaquer de manière rationnelle et proactive. Ces 3 étapes sont progressives. Voyons d'abord comment réduire la vulnérabilité en réduisant les désavantages. Cette suggestion est que nous devrions réduire la probabilité de nous exposer à des risques mortels, tels que le phénomène négatif du signe noir, et que nous devrions essayer de l'éviter. Pour une personne, le plus simple est d'essayer d'éviter de s'engager dans des secteurs à haut risque. Pour une entreprise, il faut d'abord survivre. Le principe de la prise de décision d'un entrepreneur doit être de laisser d'abord l'entreprise survivre. Vous ne devez pas prendre le risque de prendre une décision qui pourrait entraîner un désastre pour l'entreprise. Sinon, l'entreprise disparaîtra et il ne sera pas nécessaire de construire son antifragilité. Ce principe semble très simple. Je crois que de nombreux entrepreneurs ne seront pas particulièrement agressifs dans leurs décisions et ne choisiront pas spécifiquement de faire quelque chose qui entraînerait la fermeture accidentelle de l'entreprise. Mais comme nous l'avons déjà dit, dans un système fragile, ici, la relation de cause à effet n'est pas linéaire. Il est possible que vous veniez de décider de faire quelque chose pour un petit profit, mais la perte causée par cette affaire dépasse votre capacité à supporter. Ce n'est certainement pas alarmiste. L'exemple le plus célèbre est celui de la crise financière de 2008, où les banques d'investissement aux États-Unis ont souscrit des actifs non performants extrêmement risqués afin de tirer un petit profit des frais d'assurance. Au début, elles ont réalisé de petits bénéfices, mais plus tard, les risques sont devenus incontrôlables, des choses extrêmes se sont produites et un grand nombre de banques au système fragile ont fait faillite, ce qui a finalement conduit à une crise financière mondiale. Il semble aujourd'hui que même les banques d'investissement qui prétendaient à l'époque rassembler un grand nombre d'élites n'étaient pas conscientes de la fragilité du système financier. Pour la plupart d'entre nous, il est important de se retenir et d'examiner les faibles rendements et des choses à haut risque que nous avons faites. Comme c'est difficile, mais combien important. Après avoir noté la nécessité de réduire la probabilité d'exposition à des risques mortels, nous avons l'occasion de parler de la deuxième étape dans la construction d'un système antifragile, qui consiste à utiliser la stratégie des haltères pour améliorer l'antifragilité. Selon Taleb, la stratégie des haltères est la solution à tous les problèmes d'incertitude. La barre est lourde aux 2 extrémités et légère au milieu, ce qui signifie pour nous que nous devons faire attention aux 2 situations extrêmes, excellentes et extrêmement mauvaises, et éviter la situation modérée au milieu. Par exemple, vous pouvez consacrer la plupart de vos ressources à des choses avec certains rendements et faibles risques, tout en mettant une petite quantité de ressources sur des choses avec des risques élevés et des rendements potentiellement élevés, et finalement abandonner des choses avec des risques et des rendements moyens. Face aux événements du signe noir, le point le plus attractif de la stratégie de la barre est qu'elle pallie au problème de l'impossibilité de calculer et d'évaluer les risques d'événements rares. À partir du moment où vous installez la barre, votre perte maximale est déterminée. Et il est affecté par la relation de cause à effet. L'impact de la non-linéarité est que la petite quantité de ressources que vous investissez dans une partie à haut risque peut très bien conduire à des rendements supérieurs aux attentes. Une autre application typique de la stratégie des haltères est la structure des connaissances humaines. Pour donner un exemple, la capacité d'une personne à s'orienter dans la société et à gagner sa vie est souvent une capacité particulièrement professionnelle et spécifique. Par exemple, si vous savez écrire du code, cette capacité est très certaine. Tant que vous écrivez bien le code, gagner de l'argent sera une évidence. Cependant, si vous tombez dans la rivière, cela ne servira à rien, quelle que soit la façon dont vous écrivez.
Code. La capacité de survivre ne consiste pas à écrire du code, mais à savoir nager. Pour donner un autre exemple, il existe un livre intitulé Shakespeare, dans lequel il est dit que l'une des raisons importantes pour lesquelles Shakespeare a pu créer des œuvres qui dureront éternellement est qu'il était particulièrement doué pour spéculer sur l'immobilier et qu'il a fait beaucoup d'investissements. De l'argent en spéculant sur l'immobilier. Avec de l'argent, il n'a pas à se soucier de ses moyens de subsistance et il n'a pas besoin d'écrire des scénarios qui plaisent délibérément au public et à ceux au pouvoir. Vous voyez donc, le grand écrivain Shakespeare était également passé maître dans l'utilisation de la stratégie des haltères. Par conséquent, face à d'immenses inconnus, seules les connaissances ou compétences spécialisées sont souvent fragiles, et les individus doivent apprendre à renforcer leur antifragilité. Si vous souhaitez aller plus loin et vous permettre d'être plus proactif pour obtenir de plus grands avantages, a déclaré Taleb, vous pouvez également essayer la troisième étape, qui consiste à procéder par essai et erreur de manière proactive et rationnelle. Autrement dit, en suivant la stratégie des haltères, nous trouvons des moyens d'augmenter la probabilité d'événements positifs du signe noir. Les signes noirs positifs mentionnés ici sont ces événements de signe noir qui nous sont bénéfiques. Bien sûr, nous ne pouvons pas être sûrs qu'un événement de type signe noir se produira, mais nous pouvons augmenter la probabilité grâce à des essais et des erreurs conscients. Le livre donne un exemple. Il y a un capitaine nommé Sturm qui est très doué pour récupérer les navires coulés disparus depuis de nombreuses années. En 2007, il découvre une frégate espagnole qui a été coulée par les Britanniques en 1804. Le navire vaut aujourd'hui jusqu'à $1 milliard. Comment le capitaine a-t-il découvert le navire? En fait, il s'est activement placé dans un signe noir positif. La découverte d'une épave d'une telle valeur est en soi un événement positif, mais la probabilité que cela se produise est extrêmement faible. Comment tirer profit d'un tel événement? La méthode qu'il a adoptée était celle d'essais et d'erreurs rationnelles. Par exemple, il a d'abord analysé toutes les zones maritimes où des naufrages peuvent se produire, puis a divisé les zones maritimes en petits carrés, marquant la probabilité d'un navire coulé dans chaque carré, puis a formulé un plan de recherche pour s'assurer que chaque petit carré avec la probabilité la plus élevée n'était pas après le naufrage du navire. Il s'est déplacé vers la zone maritime suivante avec une probabilité plus faible. Il a commencé à chercher la case avec la probabilité la plus élevée et a éliminé une case après l'autre. Plus il a éliminé de cases, plus la probabilité de trouver un navire coulé dans les endroits restants est élevée. C'est ce que Taleb a dit, nous trouvons une zone où un événement positif de signe noir peut se produire, puis trouvons un moyen d'utiliser le coût le plus bas pour essayer la probabilité la plus élevée de provoquer une telle chose, afin que nous puissions faire face à l'incertitude. Avec plus d'initiative. Cette troisième méthode est particulièrement adaptée aux entrepreneurs, car bien souvent, l'idée de l'entrepreneur de démarrer une entreprise vient de son éclair d'inspiration. Par exemple, lorsque vous prenez le métro pour sortir du travail, vous constatez soudain qu'il y a tellement de gens qui vont et viennent dans le métro chaque jour, mais il n'y a pas d'endroit où acheter de l'eau. Si vous pouvez construire un presse-agrumes automatique dans le métro, il étanchera non seulement votre soif, mais aussi le boira en un seul geste. Quelle belle affaire ce serait de servir des jus nutritifs. Pensez Y, il y a des millions de passagers dans le métro chaque jour, et 10% d'entre eux l'achètent, et vous le publiez. Plus vous y réfléchissez, plus vous sentez que vous deviendrez le deuxième Bezos, et puis vous décidez de vendre votre maison et votre terrain pour lever des fonds afin de recruter des troupes. J'ai investi dans le démarrage d'une entreprise et le développement d'un presse-agrumes automatique. En conséquence, l'entreprise a consacré 6 mois à la recherche et au développement, et l'argent a presque été dépensé. Lorsqu'elle a été mise sur le marché, il s'est avéré que personne ne l'achetait. Au bout de 3 mois, elle a dû fermer ses portes. Douleur. Ce processus entrepreneurial signifie en fait que vous espérez devenir le deuxième Bezos. C'est un événement signe noir positif, mais votre approche consiste à investir tout le capital dans des domaines à haut risque, ce qui viole la stratégie des haltères. Vous pourriez être confus, cela ne veut-il pas dire que démarrer une entreprise signifie y mettre tous ses efforts et risquer sa vie pour survivre? Se mettre à mort et vivre plus tard est en réalité une méthode pour traiter un cheval mort comme un cheval vivant. Un homme vraiment sage ne se laissera pas tomber dans la mort. La façon d'être le deuxième Bezos sans tomber dans une impasse est de prendre l'initiative et d'essayer rationnellement de commettre des erreurs. Comme le capitaine, vous devez d'abord tester vos hypothèses de base. Par exemple, si vous souhaitez toujours vendre du jus dans le métro, la première chose à faire n'est pas de développer un presse-agrumes, mais d'utiliser un presse-agrumes domestique pour vendre du jus dans le métro. Si suffisamment de gens l'achètent, vous déménagerez passer à l'étape suivante. De cette façon, une fois que vous constaterez que le modèle échoue, il échouera et votre perte sera très minime. Si vous le vérifiez étape par étape et constatez que cette opportunité peut être couronnée de succès, vous obtiendrez un énorme retour sur investissement. Ce processus est l'essai et l'erreur rationnelle mentionnés par Taleb. Le livre donne un exemple. Il y a un capitaine nommé Sturm qui est très doué pour récupérer les navires coulés disparus depuis de nombreuses années. En 2007, il découvre une frégate espagnole qui a été coulée par les Britanniques en 1804. Le navire vaut aujourd'hui jusqu'à $1 milliard. Comment le capitaine a-t-il découvert le navire?
En fait, il s'est activement placé dans un signe noir positif. La découverte d'une épave d'une telle valeur est en soi un événement positif, mais la probabilité que cela se produise est extrêmement faible. Comment tirer profit d'un tel événement? La méthode qu'il a adoptée était celle d'essais et d'erreurs rationnelles. Par exemple, il a d'abord analysé toutes les zones maritimes où des naufrages peuvent se produire, puis a divisé les zones maritimes en petits carrés, marquant la probabilité d'un navire coulé dans chaque carré, puis a formulé un plan de recherche pour s'assurer que chaque petit carré avec la probabilité la plus élevée n'était pas après le naufrage du navire. Il s'est déplacé vers la zone maritime suivante avec une probabilité plus faible. Il a commencé à chercher la case avec la probabilité la plus élevée et a éliminé une case après l'autre. Plus il a éliminé de cases, plus la probabilité de trouver un navire coulé dans les endroits restants est élevée. C'est ce que Taleb a dit, nous trouvons une zone où un événement positif de signe noir peut se produire, puis trouvons un moyen d'utiliser le coût le plus bas pour essayer la probabilité la plus élevée de provoquer une telle chose, afin que nous puissions faire face à l'incertitude. Avec plus d'initiative. Cette troisième méthode est particulièrement adaptée aux entrepreneurs, car bien souvent, l'idée de l'entrepreneur de démarrer une entreprise vient de son éclair d'inspiration. Par exemple, lorsque vous prenez le métro pour sortir du travail, vous constatez soudain qu'il y a tellement de gens qui vont et viennent dans le métro chaque jour, mais il n'y a pas d'endroit où acheter de l'eau. Si vous pouvez construire un presse-agrumes automatique dans le métro, il étanchera non seulement votre soif, mais aussi le boira en un seul geste. Quelle belle affaire ce serait de servir des jus nutritifs. Pensez Y, il y a des millions de passagers dans le métro chaque jour, et 10% d'entre eux l'achètent, et vous le publiez. Plus vous y réfléchissez, plus vous sentez que vous deviendrez le deuxième Bezos, et puis vous décidez de vendre votre maison et votre terrain pour lever des fonds afin de recruter des troupes. J'ai investi dans le démarrage d'une entreprise et le développement d'un presse-agrumes automatique. En conséquence, l'entreprise a consacré 6 mois à la recherche et au développement, et l'argent a presque été dépensé. Lorsqu'elle a été mise sur le marché, il s'est avéré que personne ne l'achetait. Au bout de 3 mois, elle a dû fermer ses portes. Douleur. Ce processus entrepreneurial signifie en fait que vous espérez devenir le deuxième Bezos. C'est un événement signe noir positif, mais votre approche consiste à investir tout le capital dans des domaines à haut risque, ce qui viole la stratégie des haltères. Vous pourriez être confus, cela ne veut-il pas dire que démarrer une entreprise signifie y mettre tous ses efforts et risquer sa vie pour survivre? Se mettre à mort et vivre plus tard est en réalité une méthode pour traiter un cheval mort comme un cheval vivant. Un homme vraiment sage ne se laissera pas tomber dans la mort. La façon d'être le deuxième Bezos sans tomber dans une impasse est de prendre l'initiative et d'essayer rationnellement de commettre des erreurs. Comme le capitaine, vous devez d'abord tester vos hypothèses de base. Par exemple, si vous souhaitez toujours vendre du jus dans le métro, la première chose à faire n'est pas de développer un presse-agrumes, mais d'utiliser un presse-agrumes domestique pour vendre du jus dans le métro. Si suffisamment de gens l'achètent, vous déménagerez passer à l'étape suivante. De cette façon, une fois que vous constaterez que le modèle échoue, il échouera et votre perte sera très minime. Si vous le vérifiez étape par étape et constatez que cette opportunité peut être couronnée de succès, vous obtiendrez un énorme retour sur investissement. Ce processus est l'essai et l'erreur rationnelle mentionnés par Taleb.